Imaginez un instant un espace caché sous les ruines d'une forteresse médiévale. Les murs, taillés dans une pierre humide et froide, gardent des secrets qui semblent avoir été engloutis par la terre elle-même. L'air sent le moisi, la rouille et la peur accumulée au fil des siècles. Au loin, une torche se consume lentement. Sa lumière vacillante projette des ombres qui s'allongent et se tordent sur les murs. Et là, contre le mur, se dresse une étrange silhouette. Un objet métallique qui, à première vue, rappelle une armure, mais qui, en l'observant attentivement, révèle sa vraie et sinistre nature. Il n'a pas été forgé pour protéger un guerrier, ni pour sauver des vies au cœur de la bataille, mais pour s'adapter au corps délicat d'une femme. Cet instrument ne cherchait pas la mort rapide, mais quelque chose de plus cruel. La prolongation de la souffrance, l'humiliation publique, le spectacle de la torture transformé en message collectif. Car au Moyen-Âge, le corps de la femme ne lui appartenait pas. C'était un territoire sur lequel la société, l'Église et les hommes traçaient des lois et des châtiments. Chaque fer, chaque clou, chaque dessin répondait à un but. Rappeler à la victime et à ceux qui la contemplaient qu'obéir était la seule façon de survivre et que le silence était la vertu la plus recherchée. Ce que vous allez entendre n'est pas un récit inventé pour effrayer, mais un écho de l'histoire réelle. Des dispositifs créés par des mains humaines, légitimés par la foi et soutenus par la peur, ont donné forme à un système où la cruauté pouvait se présenter comme moralité. Qui les a forgés ? Pourquoi ont-ils été acceptés si longtemps ? Que nous révèle cette obscurité sur le monde médiéval et sa relation avec le pouvoir féminin ? Pour répondre, nous devons descendre encore plus profondément dans les méandres d'une société édifiée sur le contrôle, la honte et la terreur de la force de la femme. Pour comprendre comment des instruments aussi cruels et spécifiquement dirigés contre la femme ont pu voir le jour, nous devons faire face à la mentalité de l'Europe médiévale. Ce n'était pas un monde régi par la raison ni par la justice, mais par un enchevêtrement de doctrines religieuses, de superstitions et de hiérarchies inébranlables. Dans cet ordre social, la femme était fermement placée sur l'échelon le plus bas, considérée à la fois comme nécessaire et dangereuse, un être qu'il fallait surveiller et soumettre. L'enseignement de l'Église, répété depuis les chaires et consigné dans les codex, affirmait que la femme était spirituellement faible, moralement instable et trop proche de la chair et du péché. Le récit biblique d'Ève, qui avait goûté le fruit défendu en Éden, fut réinterprété comme une trahison éternelle, une marque qui rendait toutes ses filles suspectes. Cette première désobéissance justifiait, aux yeux des clercs et des juges, que la femme devait être contrôlée sans relâche. Si Ève avait pu tomber, toute femme était capable d'entraîner l'homme à la perdition. C'est pourquoi la surveillance constante devint la norme et le châtiment une perpétuelle mise en garde. La loi féodale renforçait cette vision. Alors qu'un homme pouvait n'écoper que d'une simple amende pour avoir exercé des violences, une femme accusée d'avoir élevé la voix, de s'être vêtue de manière inappropriée ou d'avoir refusé un mariage était soumise au fouet, aux marques de feu ou à de pires tourments. La sexualité féminine, toute lueur d'autonomie ou d'indépendance, était interprétée comme une menace, non seulement contre l'honneur masculin, mais aussi contre l'ordre divin lui-même. Ainsi, la soumission n'était pas une option, c'était la condition imposée pour pouvoir vivre. Dans ce climat de suspicion et de répression, les instruments de torture ont acquis un rôle qui allait au-delà de la simple peine corporelle. Ils n'étaient pas de simples ustensiles pour arracher des confessions, mais des symboles du pouvoir masculin et ecclésiastique, des rouages d'un système qui devait démontrer que la femme ne pouvait jamais défier l'autorité sans payer un prix atroce. La créativité pour imaginer de nouvelles façons de briser la femme s'est accrue avec la peur qu'on lui portait. Certains appareils ont été adaptés pour les humilier, mais d'autres ont été conçus dès l'origine pour s'adapter à leur corps, façonnés avec précision non pas pour protéger, mais pour détruire. Le résultat fut une machinerie sociale et spirituelle dans laquelle la douleur devenait théâtre, l'humiliation spectacle et le corps féminin une toile où s'inscrivait l'obéissance forcée. Ce n'est qu'en comprenant cette mentalité que nous pouvons descendre dans les sous-sols les plus sombres du Moyen-Âge où sont apparus des artefacts capables de transformer la maternité en honte, la voix en silence et la vie en châtiment. Parmi tous les instruments conçus pour soumettre et terroriser les femmes, peu atteignent la brutalité symbolique de ce qu'on appelle l'arrache-sein. Son aspect pouvait paraître trompeusement simple.
4 griffes de fer, courbées et acérées comme les serres d'une bête, attachées à un manche ou fixées banca des tenailles. Mais cette simplicité en cachait une cruauté calculée. Parfois, l'artefact était chauffé sur des braises jusqu'à devenir incandescent, crépitant dans l'air avant de s'enfoncer dans la chair. La procédure était aussi rapide que dévastatrice. Le bourreau plaçait les griffes sur la poitrine de la victime et, d'un coup sec, arrachait peau, muscles et nerfs en un seul mouvement. La scène n'était pas une métaphore. Le corps se déchirait en public sous les yeux de la foule. La douleur était inimaginable et la conséquence presque toujours fatale. Si la femme survivait à l'instant initial, la perte de sang ou l'infection finissait par lui ôter la vie dans les jours suivants. Mais la mort immédiate n'était pas toujours l'objectif. Ce que l'on recherchait, c'était la terreur, l'exemple collectif. Le châtiment avait lieu sur des places bondées, la victime attachée à un poteau de bois, le torse nu face au regard de ses voisins, de ceux qui la connaissaient, des enfants qui grandiraient en se souvenant de cette leçon. Le corps féminin devenait un spectacle macabre, un avertissement pour toutes, obéissance ou destruction. Les documents de l'Allemagne du XIVe siècle relatent un cas effrayant. Une femme accusée d'avoir empoisonné son mari fut condamnée non seulement à mourir sur la potence, mais avant cela à voir ses seins arrachés dans le cadre de la sentence. La cruauté était doublée, car ce qui était puni n'était pas uniquement le crime supposé, mais sa condition d'épouse et de mère, ce qui symbolisait sa féminité. Même les manuels de chasse aux sorcières, tels l'infâme Malleus Maleficarum, encourageaient ce genre de tourment. Leurs auteurs soutenaient que les femmes devaient être châtiées sur le lieu de leur péché avec une logique qui transformait les organes de vie et de nourriture en cible de mutilation rituelle. Ainsi, le sein, symbole de maternité et de nutrition, devenait un espace de honte et de mort. Le message était clair et terrifiant. Le pouvoir de la femme de donner vie et amour pouvait être retourné contre elle avec du fer ardent et une douleur insupportable. Et quiconque osait franchir les frontières de la vertu imposée par les hommes verrait la partie la plus sacrée de son corps lui être arrachée, transformée en spectacle sanglant pour le peuple. Si l'arrache-saint transformait la féminité en spectacle sanglant, la soi-disant poire de l'angoisse cherchait un tourment plus silencieux, intime et invisible. À première vue, cela semblait un objet inoffensif, une pièce métallique, lisse à l'extérieur, en forme de petite poire qui tenait dans la paume d'une main. Mais en tournant lentement une vis, cette sphère s'ouvrait comme une fleur de fer, déployant des pétales tranchants à l'intérieur de la victime. Il existait différentes versions. Certaines s'introduisaient dans la bouche, d'autres dans le rectum, mais celles destinées aux femmes étaient généralement appliquées dans le vagin ou l'utérus. C'était un instrument réservé au délit, qui ne laissait pas de traces sur la peau. Accusations d'avortement, relations interdites entre femmes, désobéissance conjugale, parler avec trop de franchise ou refuser un homme puissant. Des crimes invisibles pour les autres, punis par un tourment également caché qui détruisait de l'intérieur. Le bourreau tournait lentement la vis. Les pétales de fer s'ouvriront sans bruit, déchirant la chair molle, rompant les vaisseaux, déstabilisant les organes. Au début, il n'y avait pas de sang, juste une pression insupportable. Puis venaient les cris, les hémorragies, la perte de conscience. Souvent, la victime survivait, mais elle n'était plus la même. Elle pouvait devenir stérile, incapable de parler clairement, marquée à vie par une souffrance impossible à cacher. L'objectif n'était pas de la tuer, mais de la transformer, de l'annuler, de la convertir en avertissement en vivant. Imaginez la scène, une chambre humide sous un monastère, des murs suintant l'eau, une odeur de pierre et de cire usée. Une femme gît attachée à une table en bois, tandis qu'un prêtre observe en silence et qu'un bourreau actionne le mécanisme avec un calme rituel. Les yeux de la victime s'ouvrent d'incrédulité, sa bouche émet un cri muet lorsque les pétales s'enfoncent à l'intérieur d'elle. Personne dans le village n'entend, personne ne voit, personne n'intervient. Le silence devient complice de la cruauté. Certains clercs justifiaient même ce tourment comme un acte de purification morale. Ils disaient que c'était une façon de nettoyer l'âme de la pécheresse, de purger ses fautes par la douleur. Mais sous ce masque de religiosité se cachait un mécanisme de contrôle absolu. La poire de l'angoisse n'était pas justice, c'était censure. Elle réduisait au silence la voix des femmes qui parlaient trop, fermait les corps de celles qui refusaient d'obéir, transformait la capacité de créer la vie en un espace de châtiment.
C'était en essence une arme contre l'essence même du féminin. La voix qui transmettait la sagesse, le ventre qui pouvait engendrer, la volonté de décider de son propre corps. La poire de l'angoisse ne déchirait pas seulement la chair, elle brisait la possibilité d'autonomie, marquant la femme comme exemple de ce qui arrivait lorsque quelqu'un osait défier l'ordre imposé par les hommes. Parmi les tourments les plus insidieux que les femmes pouvaient subir se trouvait le soi-disant corset de fer. À première vue, il pouvait tromper car il rappelait une armure ajustée au torse, similaire à la cuirasse d'un chevalier. Mais tandis que l'armure était conçue pour protéger sur le champ de bataille, le corset de fer était en soi la bataille, une prison qui transformait le corps féminin en un théâtre de douleurs constantes. La structure se composait de larges bandes métalliques qui entouraient la poitrine, l'abdomen et les hanches. Une fois fermé avec des vis et des rivets, le dispositif était scellé, empêchant toute évasion. Certaines versions incluaient des pointes à l'intérieur qui s'enfonçaient dans la peau à chaque mouvement, transformant les gestes quotidiens. Respirer, se pencher, dormir en acte insupportable. D'autres pesaient tellement qu'elles comprimaient la colonne vertébrale, déplaçaient dans les côtes et rendaient à la respiration difficile au point que chaque inhalation était une agonie. Contrairement à d'autres appareils, le corset de fer n'était pas seulement une punition momentanée, mais une condamnation prolongée. Il pouvait rester sur le corps de la victime pendant des jours, des semaines, voire des mois. Il n'avait pas besoin de la place publique pour être exposé. Il devenait un bourreau permanent, accompagnant la femme dans sa vie quotidienne. Cuisiner, nettoyer, marcher dans le village, tout se faisait sous le poids du fer, avec la poitrine oppressée et les poumons luttant pour un peu d'air. Les conséquences étaient dévastatrices. Hématomes constants, plaies infectées, os déplacés et, dans les cas les plus extrêmes, dommages irréversibles aux organes internes. Le sommeil devenait presque impossible. Le métal s'incrustait dans la chair pendant la nuit, rappelant à la victime que même dans ses rêves, elle n'avait pas droit au repos. La prison ne se trouvait pas dans une cellule de pierre, mais dans sa propre peau. Le plus effrayant était que ce dispositif n'était pas toujours appliqué comme châtiment judiciaire. C'était souvent le mari lui-même qui ordonnait son utilisation pour corriger son épouse. Parfois, des familles entières l'imposaient à de jeunes filles comme mesure de discipline morale. En France et en Italie, on conserve des registres d'adolescentes contraintes de le porter, sous prétexte de forger leur caractère. Dans certaines régions d'Allemagne, il était utilisé pour réprimander les femmes qualifiées de paresseuses ou d'impures. Aucun tribunal, aucun procès, aucun appel. Seule la volonté d'un homme suffisait à condamner une femme à ce supplice. Le symbolisme du corset de fer est évident. Il transformait ce qui était en principe signe de beauté et de féminité, la silhouette, la grâce du corps au féminin en une arme d'oppression. Il ne s'agissait pas seulement d'emprisonner la chair, mais d'enchaîner l'identité même. Chaque respiration devenait un rappel que le corps n'appartenait pas à la femme, mais au pouvoir qui la surveillait. La féminité, réduite à une prison, devenait un avertissement. Imaginez vivre au sein de votre propre châtiment. Pas pour un jour, pas pour une heure au pilori, mais à chaque instant de votre existence. Telle était la logique cruelle du corset de fer. Transformer toute la vie de la femme en un supplice continu, invisible pour les autres, mais insupportable pour celles qui le subissaient. Si le corset de fer emprisonnait le corps, la soi-disant bride de la mégère, également connue sous le nom de Scold's Bridle, cherchait quelque chose d'encore plus terrible, enchaîner la voix. C'était un artefact en fer forgé en forme de cage qui entourait la tête de la femme, la fixant avec des sangles et des cercles qui s'incrustaient dans les joues, le front et le menton. Mais sa véritable cruauté se trouvait à l'intérieur. Une pointe acérée, courbée vers le bas, destinée à presser et à déchirer la langue chaque fois que la victime tentait de prononcer un mot. Il ne s'agissait pas d'un instrument de mort, mais d'humiliation. Les femmes condamnées à le porter étaient obligées de parcourir les rues du village, exposées aux moqueries des voisins et des passants. Beaucoup de ces dispositifs étaient entournés de petites clochettes qui tintinabulaient à chaque pas, annonçant publiquement la présence de la femme châtiée. Le son métallique n'était pas fortuit. C'était le signe de sa honte, un rappel audible qu'elle avait osé parler trop ou défier l'autorité. Les motifs d'imposer un tel tourment étaient aussi flous qu'arbitraires. Il suffisait d'être accusé de bavarde, de commère, de contester un mari, un magistrat ou même un prêtre.
Le mot scold n'avait pas de définition fixe. Toute femme avec une voix ferme ou un caractère décidé pouvait être qualifiée ainsi et condamnée au silence forcé. En Écosse et en Angleterre du XVIe siècle, les registres judiciaires abondent en descriptions de femmes enfermées sous ce synonyme et sous ce châtiment. L'une fut forcée de porter la bride pour Obrar, von der Kreisbisti, pour avoir troublé la paix dans l'église. Une autre pour avoir crié trop fort contre sa voisine. La justice n'importait pas, seule la soumission. L'effet psychologique était aussi dévastateur que le physique. La femme, incapable d'articuler un mot sans se déchirer la langue, devenait un spectre muet, privé de son identité et de sa dignité. La voix, qui pendant des siècles avait transmis des chants, des récits, des savoirs de mères à filles, des guérisons de sages-femmes à patientes, devenait soudain un délit. En la faisant taire, on ne punissait pas seulement une personne, mais toute une tradition orale qui soutenait la mémoire féminine dans les communautés. Le message était sans équivoque. La parole d'une femme constituait une menace. Transformer sa langue en blessure, c'était transformer son pouvoir en ruine. Bien que les cicatrices ne fussent pas toujours visibles, le silence imposé durait bien au-delà du moment du châtiment. Certaines citoyennes ne purent plus jamais parler clairement. D'autres choisirent de se taire pour toujours, craignant de ressentir à nouveau le fer dans la bouche. La bride de la mégère fut, en définitive, une arme contre la voix féminine. Elle ne cherchait ni le sang ni la mort immédiate, mais à arracher la capacité de parler, de questionner, d'exister publiquement. La femme réduite au silence absolu, enfermée dans un écho de clochette, se transformait en avertissement vivant. Celui qui osera trop parler sera condamné à se taire pour toujours. De tous les prétendus artefacts de torture du Moyen-Âge, aucun n'a suscité autant de fascination et d'horreur que la célèbre Vierge de fer. Elle était décrite comme un sarcophage métallique de forme humaine, haut et massif, avec 2 portes qui se refermaient sur les bâtiments sur le corps de la victime, y plantant des dizaines de pointes acérées en rets à l'intérieur. Une étreinte de fer qui se confondait avec un baiser de mort. Pendant des siècles, son image est devenue le symbole du sadisme médiéval, l'emblème d'une époque plongée dans la cruauté. Cependant, la vérité qui se cache derrière cette figure est très différente. Des recherches modernes ont démontré que la Vierge de fer, telle qu'elle est connue, n'a pas existé au Moyen-Âge. Aucun registre judiciaire, aucune chronique de bourreau, aucun témoignage authentique ne mentionne son utilisation. La première apparition documentée d'un artefact semblable remonte au XVIIIe siècle à Nuremberg, lorsque des collectionneurs et des musées ont commencé à assembler des pièces de fer anciennes pour créer un objet plus spectaculaire que réel. Ce n'était pas un instrument de torture, mais une invention destinée à la curiosité morbide des visiteurs et à l'imaginaire romantique de l'époque. Avec le temps, cette fantaisie s'est parée de détails encore plus perturbants. Certains modèles créés lors d'expositions montraient des formes féminines avec des poitrines métalliques exagérées, des courbes insinuantes et des pointes placées avec une précision obscène. Ces versions n'ont jamais été utilisées dans de réels supplices, c'est-à-dire des inventions qui sexualisaient la souffrance, donc qui transformaient le corps féminin en fétiche de douleur pour le regard du spectateur. La cruauté ainsi devenait spectacle muséal, une horreur contemplée derrière des vitrines de vente de verre. Et pourtant, le plus troublant n'est pas que la Vierge de fer soit un mythe, mais que ce mythe ait été inventé et accepté si facilement. La simple idée d'imaginer des femmes enfermées dans un cercueil de fer transpercé par des dizaines de pointes était crédible car elle correspondait à des siècles de violence exercées contre elles. La fiction se mêla à la mémoire et la légende finit par remplacer l'histoire. Que nous révèle ce fait ? Qu'il n'était pas nécessaire d'avoir la Vierge de fer pour démontrer la brutalité du passé. D'autres instruments très réels existaient loin déjà. L'arrache-sain, la poire de l'angoisse, le corset de fer, la bride de la mégère, qui remplissaient amplement la fonction de terroriser, de réduire au silence et de détruire. La Vierge inventée dans des vitrines n'était qu'un reflet de notre fascination morbide pour la douleur, un miroir de l'imagination collective qui désirait contempler la violence comme un spectacle. Le mythe survit parce qu'il nourrit quelque chose de plus sombre que la vérité. L'idée que la femme peut être transformée en objet de souffrance même si ce n'est que dans la fantaisie. Et c'est dans ce détail que réside peut-être son plus grand pouvoir symbolique. Car même si elle n'a jamais été utilisée au Moyen-Âge, la Vierge de fer continue de nous rappeler que la cruauté n'a pas toujours besoin de l'histoire pour exister. L'imagination et le désir de punir suffisent.
En parcourant la sombre galerie de ces instruments, l'arrache-sain, la poire de l'angoisse, le corset de fer, la bride de la mégère et même le mythe de la Vierge de fer, nous comprenons qu'ils n'étaient en fait pas de simples objets de métal. Ils furent des des mécanismes de contrôle social, des représentations matérielles d'un système qui avait besoin de rappeler aux femmes que leur corps ne leur appartenait pas, que leur voix ne devait pas s'élever et que leur vie dépendait de l'obéissance. Chaque vis, chaque griffe, chaque pointe ne cherchait pas seulement à infliger une douleur physique. Elle prétendait écrire sur la chair un message de soumission. Le spectacle de la torture est devenu un rituel public. La femme châtiée était transformée en exemple vivant, en théâtre macabre qui rappelait à tout le peuple que l'ordre devait rester intact. Mais même là où il n'y avait pas de spectateurs, comme dans les sous-sols humides des monastères et des forteresses, le silence était un autre type de scène. L'écho des cris étouffés devenait un avertissement invisible, une cicatrice collective. Et le plus perturbant est que beaucoup de ces objets ont été réduits à des curiosités de musée, à des notes marginales dans les manuels d'histoire, ou transformés en légendes comme la Vierge de fer. En agissant ainsi, nous courons le risque d'oublier non seulement le fer et la douleur, mais aussi les femmes qui ont été réduites au silence par eux. Oublier les instruments, c'est dans une certaine mesure sans oublier les vies qu'ils ont brisées. C'est pourquoi, en regardant en arrière, nous devons nous demander que révèle d'une société l'invention et l'acceptation de tels supplices. Que dit de notre mémoire collective le fait que la douleur transformée en spectacle nous fascine encore ? Peut-être la réponse est telle que nous n'avons pas encore entièrement affronté la vérité inconfortable, que pendant des siècles, le corps féminin fut utilisé comme scène de discipline, comme terrain d'avertissement et comme prison vivante. La leçon finale est aussi claire qu'amère. Nous n'avons pas besoin de légendes pour comprendre la cruauté, car l'histoire réelle a suffi. Et si nous oublions celles qui ont souffert sous le fer, nous risquons de répéter sous de nouvelles formes le même acte de silence et de soumission. Se souvenir d'elle est un devoir, non pour recréer l'horreur, mais pour reconnaître la dignité volée et pour qu'une prison de fer ne soit plus jamais érigée autour de la voix et du corps d'une femme.